Quand ta petite amie Golden Retriever a finalement explosé? Mon amie Macy avait 13 ans lorsqu'elle a commencé à sacrifier sa propre vie pour sauver ses petites sœurs. Zada souffrait d'anémie aplasique, ce qui signifiait qu'elle avait besoin de sang supplémentaire, de moelle osseuse et même d'organes. À 16 ans, Macy avait donné plus de 500 pintes de sang. Son corps avait été percé 6 fois avec des tire-bouchons pour obtenir de la moelle osseuse. Elle a même donné un rein à Zeta et 60% de son foie. À 18 ans, elle pesait 39,4 kilos, prenant 23 pilules par jour pour maintenir ses organes restants en état de marche. Son rêve de devenir mère était mort, son système immunitaire était détruit, et ses os se fracturaient au moindre impact. Mais Zada était vivante, prospère et vivait la vie d'adolescente que Macy avait sacrifiée. 2 ans plus tard, on a diagnostiqué un lymphome à Macy. Les médecins ont dit que c'était probablement dû au stress extrême auquel elle avait soumis son corps. Et pourtant, Macy n'a ni pleuré ni ses plaintes. Elle n'a demandé qu'une chose. Lorsque les patients atteints de cancer terminent leur dernier traitement, ils sonnent une cloche en bronze dans le hall principal. 3 coups pour dire « Tu as survécu ». Macy avait vu des dizaines de personnes la sonner. Leur famille pleurait et acclamait. Elle voulait cela, pour une fois. Elle voulait être celle qui serait célébrée pour avoir survécu. Elle a envoyé un message au chat de groupe familial. Le 15 juin, on me laisse sonner la cloche de rémission. Cela signifiera beaucoup si vous pouvez être là. Zada a répondu instantanément avec des émojis de cœur. Toute la famille a promis d'être là. Le matin du 15 juin, Macy s'est maquillée pour la première fois depuis 2 ans et s'est même coiffée ce qu'il lui restait de cheveux. Pendant son dernier traitement, les infirmières n'arrêtaient pas de lui demander comment elle se sentait. « Incroyable. Ma famille arrive », continuait-elle de dire. « Tout le monde vient me voir sonner la cloche. » À 14h45, Macy était assise dans le hall, regardant l'entrée principale, les mains tremblant d'excitation. Mais à 15h01, il n'y avait personne. Le coordinateur de la cloche lui a demandé si elle était prête. « Encore 1 minute, » dit Macy. « Il se garde probablement juste. » À 15h05, Macy a envoyé un message au groupe. « Salut, je suis à la cloche en vous attendant. » Zada l'a lu, mais n'a pas répondu. Macy l'a appelée et n'a rien obtenu. Elle a appelé sa mère et a obtenu la même chose, mais son père a répondu. « Salut ma chérie, qu'est-ce qu'il y a ?» Zada riait en arrière-plan. « Papa, je suis à l'hôpital. La cérémonie de la cloche ?» Il y a eu une pause. « Oh zut ma chérie, c'est aujourd'hui. Nous avons organisé une fête pour Zada pour son acceptation à l'université. Elle est allée à Berkeley, bourse complète. » Les jambes de Macy ont flanché. Elle s'est assise lourdement sur le banc du hall. « La fête de Zada. » Sa voix était minuscule. « Oui, c'était une fête surprise. Nous voulions célébrer qu'elle est allée en pré-médical. Tu sais, suivre tes traces, aider les gens comme tu l'as aidé. » Puis Zada a crié au téléphone. « C'est Macy? Dis-lui qu'on fêtera ça avec elle plus tard. »« Papa, » a murmuré Macy, « je suis à mon dernier traitement contre le cancer, la cérémonie de la cloche. J'ai envoyé un message à tout le monde. Tout le monde a dit qu'il viendrait. Oh, ma chérie. Tu sais à quel point je suis mauvais avec les messages. Écoute, sonne la cloche et demande à quelqu'un de filmer. On regardera ça plus tard. » Il a raccroché. Le hall était maintenant rempli d'autres patients et de leurs familles, tous regardant cette fille en robe jaune assise seule. Macy s'est levée lentement et s'est dirigée vers la cloche. Elle était censée la sonner 3 fois, mais elle l'a sonnée une seule fois. Quelques personnes ont applaudi maladroitement, et c'est là que les larmes ont commencé à couler. Pamela, la chef des infirmières qui avait été avec Macy à chaque étape du chemin, a couru et l'a serrée dans ses bras. « Je lui ai tout donné. Je lui ai donné mon corps, » a pleuré Macy. « Je ne peux pas avoir d'enfant à cause de ça. Je lui ai tout donné et elle n'a pas pu me donner 10 minutes. » Le dimanche suivant, c'était leur dîner familial habituel. Macy y est presque allée, mais les habitudes sont difficiles à rompre. Elle est entrée et tout le monde parlait encore de l'acceptation de Zada à Berkeley. Personne n'a mentionné la cloche. Personne n'a posé de questions sur son dernier traitement. Personne n'a même dit « félicitations ». Au milieu du dîner, sa mère a dit négligemment « Oh, Macy, tu as fait ton truc avec ta petite cloche ?» Macy a baissé sa fourchette. « Ma petite cloche ? Oui, le truc de l'hôpital. Papa a dit que tu avais appelé pendant la fête de Zada au sujet de la cloche. Tu parles de la cloche qui signifie que j'ai vaincu le cancer ? La cloche que vous ne m'avez pas vue sonner ?» Macy a crié. C'est là que Zada est intervenue comme si c'était drôle. « Mon Dieu, Macy, tu es tellement dramatique avec tout. C'est juste une cloche. »
Ce n'est pas comme si la sonnette changeait quoi que ce soit. De toute façon, tu as vaincu le cancer. La pièce est devenue silencieuse et Macy a regardé autour de la table ses parents, qui avaient déjà repris leur repas, et Zada, qui était soudainement sur son téléphone en train de répondre à un message. « Tu sais quoi ?» dit Macy d'une voix ferme et froide. « Tu as raison, Zeta. Ce n'est qu'une cloche, tout comme ton admission à Berkeley n'est qu'une lettre d'acceptation, juste un morceau de papier. Ça ne change rien, n'est-ce pas ?» Zada a levé les yeux au ciel. « Dieu, pourquoi tu dois toujours tout ramener à toi? On comprend. Tu as donné des choses. Tu as eu le cancer, mais nous aussi, nous avons des vies. J'ai donné des choses. Macy s'est levée. J'ai donné des choses. Et si je donnais ta lettre d'acceptation à la cheminée? Elle a commencé à marcher vers la lettre d'acceptation encadrée. La chaise de son père a crissé contre le sol alors qu'il se levait et sa main s'est enroulée autour de mon poignet avant que je ne puisse atteindre le cadre. Ma mère était déjà debout, criant que j'étais en train de tout gâcher à nouveau et que j'étais égoïste comme toujours. La lettre d'acceptation était là derrière le verre alors que la prise de mon père se resserrait et que mon poignet fin commençait à faire mal sous ses doigts. Zada n'a même pas levé les yeux de son téléphone et a continué à faire défiler Instagram comme si nous n'étions pas là. J'ai tiré mon bras avec force et mon père l'a lâché, mais il s'est tenu entre la cheminée et moi, les mains levées comme si j'étais un animal sauvage. Ma voix s'est brisée alors que je commençais à énumérer tout ce que j'avais sacrifié pour elle, tandis que les larmes coulaient sur mon visage. Les prises de sang toutes les 2 semaines qui me laissaient étourdie et faible pendant des jours après. Les ponctions de moelle osseuse où ils me percèrent les os de la hanche pendant que je mordais une serviette. La chirurgie du rein à 14 ans qui m'a demandé 6 semaines de rétablissement et m'a fait manquer toute l'année scolaire. Le don de foie qui m'a presque tuée quand j'ai eu une infection et que j'ai passé 3 mois à l'hôpital. Mon système immunitaire détruit qui signifiait que je ne pouvais pas aller au bal de l'école, au match de football ou même au centre commercial. Les 23 pilules que je prends chaque matin juste pour que mes organes restants fonctionnent correctement. Le fait que je n'aurai jamais d'enfant parce que mon corps est trop endommagé par tous les dons. Zada a finalement levé les yeux et a levé les yeux au ciel comme si j'étais dramatique pour quelque chose d'insignifiant. Ma mère n'arrêtait pas de crier à quel point j'étais ingrate et mon père est resté là, secouant la tête comme si j'étais le problème. Je suis passée à côté d'eux et je me suis dirigée vers la porte d'entrée pendant que ma mère continuait de me crier dessus à propos de la loyauté familiale. La porte s'est claquée derrière moi et j'ai couru à ma voiture garée dans la rue devant leur maison. Mes mains tremblaient tellement que j'ai fait tomber mes clés 2 fois avant d'ouvrir la porte et de tomber sur le siège conducteur. Je suis restée assise là pendant 1 heure, tout mon corps tremblant, tandis que les larmes trempèrent ma chemise et que le nez me coulait sur le visage. Mon téléphone a vibré et le nom de Pamela est apparu, me demandant comment s'était passé le dîner de famille, car elle savait que c'était dimanche. Je lui ai répondu que je m'étais enfin défendue et j'ai appuyé sur envoyer avant de pouvoir changer d'avis. Le téléphone a sonné immédiatement et la voix de Pamela était douce et inquiète lorsque j'ai répondu avec un sanglot au lieu d'un bonjour. Elle m'a dit de venir immédiatement chez elle et de ne pas rentrer à la maison, quoi qu'il arrive. J'ai démarré la voiture et j'ai conduit les 15 minutes jusqu'à la petite maison de Pamela près de l'hôpital pendant qu'elle restait au téléphone. J'étais déjà debout sur son porche quand je suis arrivée et elle a couru à ma voiture avant même que je puisse l'éteindre. Ses bras se sont enroulés autour de moi alors que je me suis complètement effondrée et elle m'a aidée à entrer dans son salon. Elle m'a fait du thé à la camomille pendant que je m'asseyais sur son canapé, enveloppée dans une couverture qui sentait l'adoucissant à la lavande. Je lui ai tout raconté entre 2 sanglots sur la façon dont ils avaient oublié ma cérémonie de la cloche pour la fête de Zada. Comment ils n'ont pas pu me donner 10 minutes après tout ce que j'avais sacrifié pour garder Zada en vie et en bonne santé. Pamela s'est assise à côté de moi et m'a frotté le dos pendant que je pleurais de me sentir invisible dans ma propre famille. Elle n'a pas essayé de les défendre, ni de me dire que j'exagérais comme tout le monde le faisait toujours. Au lieu de cela, elle a juste écouté et m'a passé des mouchoirs et s'est assurée que je buvais le thé qu'elle avait fait. Quand j'ai finalement arrêté de pleurer vers minuit, elle a préparé le canapé avec des draps et des oreillers de son placard. Je me suis endormie, toujours dans mes vêtements du dîner, et je me suis réveillée à la lumière du soleil entrant par la fenêtre de son salon. Mon téléphone affichait 17 appels manqués de ma mère et une tonne de messages textes m'appelant égoïste, dramatique et ingrate. Les messages de mon père étaient différents et me demandèrent de rentrer à la maison pour que nous puissions en parler comme des adultes. Je les ai tous supprimés sans répondre et j'ai trouvé Pamela dans la cuisine en train de faire des œufs brouillés et des toasts pour le petit déjeuner. Un seul regard sur mon visage et elle m'a dit que je n'avais pas à rentrer si je n'étais pas prête.
Nous avons pris notre petit déjeuner en silence, puis elle m'a rappelé mon rendez-vous de suivi à l'hôpital cet après-midi-là. Je l'avais complètement oublié avec tout ce qui s'était passé, mais Pamela a dit qu'elle m'y emmènerait elle-même pour s'assurer que j'y aille. Nous sommes arrivés à l'hôpital à 14h et mon oncologue m'a regardé et m'a immédiatement demandé ce qui n'allait pas. Je pesais 38,5 kilos, soit 1 kilo de moins que la semaine dernière, et mes yeux étaient rouges et gonflés de pleurs. Pamela lui a raconté à voix basse la cérémonie de la cloche pendant que je regardais le sol et que je me rongeais les ongles. Le médecin s'est assis et m'a regardé avec une réelle inquiétude, au lieu de simplement cocher des cases sur son bloc-notes. Il a dit que le stress n'était pas bon pour ma guérison et a demandé si j'avais quelqu'un à qui parler de tout cela. Pamela a mentionné qu'elle connaissait quelqu'un et le médecin a écrit un nom sur son bloc de recettes et me l'a tendu. Jonas Hodges était spécialisé dans les traumatismes familiaux et les TSPT médicaux et avait une place disponible cet après-midi-là à 16h. Pamela m'y a emmené malgré le fait que je lui ai dit que je pouvais y aller seule parce qu'elle voulait s'assurer que j'y allais vraiment. Le bureau était dans un petit bâtiment près du centre communautaire et il y avait des plantes partout et de la musique douce. Jonas était plus jeune que ce que j'attendais, avec des yeux gentils, et il a écouté toute mon histoire sans m'interrompre une seule fois. Quand j'ai eu terminé, il m'a demandé ce que je voulais de ma famille, et je l'ai regardé avec confusion. J'ai réalisé que je n'avais jamais pensé à ce que je voulais, parce qu'il s'agissait toujours de ce dont ils avaient besoin de moi. Après la séance, Pamela m'a ramenée chez elle et nous avons trouvé Zada assise sur les marches du porche, l'air contrarié. Elle a dit que ma mère et mon père l'avaient envoyée pour me ramener à la maison et qu'elle avait dû annuler des projets avec ses amis à cause de moi. Je lui ai dit que je ne rentrerais pas à la maison tant que les choses n'auraient pas changé, et elle s'est levée, les bras croisés, l'air en colère. Elle a dit que j'étais mesquine pour une stupide cloche et que je ramenais tout à moi comme toujours. Quand je lui ai rappelé le rein, le foie et la moelle osseuse, elle a juste haussé les épaules et a dit « C'était mon choix. Personne ne m'a forcé à faire tout ça, et je ne pouvais pas leur en vouloir de vivre leur vie maintenant. » Pamela se tenait sur le seuil, nous regardant, et je pouvais voir sa mâchoire se crisper aux paroles de Zada. Zada a attrapé ses clés de voiture et a secoué la tête comme si j'étais ridicule. Quoi qu'il en soit, Macy, quand tu auras fini ta fête de la pitié, peut-être te souviendras-tu que nous sommes ta famille. Elle a descendu les marches d'un pas décidé et est remontée dans sa voiture. Claquant la porte si fort que toute la voiture a tremblé, Pamela a posé sa main sur mon épaule pendant que nous regardions Zada s'éloigner en trombe dans la rue. « Elle ne comprend vraiment pas », ai-je dit, ma voix se brisant. Pamela m'a guidée à l'intérieur et a préparé plus de thé pendant que je m'asseyais à sa table de cuisine, regardant dans le vide. « Elle n'avait que 5 ans quand tout a commencé », dit doucement Pamela. « Pour elle, il était normal que tu lui donnes ce dont elle avait besoin. » J'ai hoché la tête, mais ça ne faisait pas moins mal. 3 jours se sont écoulés pendant que je dormais sur le canapé de Pamela et que je l'aidais dans les petites tâches ménagères pour me sentir utile. Le 3e matin, j'ai entendu une voiture s'arrêter et j'ai regardé pour voir le van de mon père dans l'allée. Il est sorti seul et s'est dirigé vers la porte, l'air fatigué et plus vieux que je ne m'en souvenais. Pamela a répondu et je l'ai entendu demander si j'étais là et si nous pouvions parler. Je suis allée à la porte et il a immédiatement commencé à s'excuser, disant qu'il m'avait laissé tomber et qu'il voulait m'emmener déjeuner pour arranger les choses. Pamela m'a jeté un regard qui disait que je n'étais pas obligée d'y aller, mais j'ai quand même attrapé ma veste. Mon père nous a emmenés au restaurant où nous allions quand j'étais petite avant que tout ne change. Nous nous sommes assis dans une banquette près de la fenêtre et il a commandé du café pendant que je commandais de l'eau parce que mon estomac ne pouvait pas supporter grand-chose de plus. « Macy, nous t'aimons », a-t-il commencé. « Nous nous sommes juste laissés emporter par l'excitation de Zada pour Berkeley. » J'ai sorti mon téléphone et j'ai cherché dans le chat familial d'il y a 2 semaines. « Regarde, papa », ai-je dit en lui tournant l'écran. Il y avait tous les messages sur ma cérémonie de la cloche avec tout le monde promettant d'être là. Ma mère envoyant des émojis de cœur. Mon père disant qu'il ne manquerait ça pour rien au monde. Il a regardé l'écran pendant un long moment, puis m'a rendu le téléphone. « Quand rentres-tu à la maison ?» demanda-t-il, changeant complètement de sujet. « J'ai besoin d'espace, papa, » ai-je dit. « J'ai besoin de comprendre qui je suis sans être la donneuse de la famille. » Il a payé mon eau sans y toucher et m'a ramené chez Pamela en silence. Cet après-midi-là, Pamela m'a aidé à chercher des appartements en ligne, et nous avons trouvé un petit studio près de l'hôpital qui acceptait les paiements d'invalidité. Le lendemain, nous sommes allés le voir, et bien qu'il soit minuscule avec de la peinture écaillée et de vieux appareils électroménagers,
Il y avait une fenêtre qui recevait le soleil du matin. J'ai signé le bail sur place en utilisant mon chèque d'invalidité pour la caution. Pamela a pris congé de son travail pour m'aider à déménager pendant que ma famille était absente pendant la journée. Nous avons emballé mes quelques vêtements et les fournitures médicales dont j'avais besoin dans des boîtes et nous les avons transportés en 2 voyages. Je n'avais pas grand-chose car la majeure partie de ma vie s'était déroulée dans des hôpitaux ou en convalescence à la maison. Pamela m'a aidé à monter le lit que j'avais acheté dans une friperie et a rempli la minuscule cuisine d'aliments faciles à digérer. Ce soir-là, mon téléphone a commencé à sonner sans arrêt. Ma mère était rentrée à la maison et avait trouvé ma chambre vide et elle devenait folle. Ses messages vocaux devenaient de plus en plus en colère, m'appelant égoïste et disant que je décomposais la famille. Dans un message, elle a même dit qu'elle allait appeler la police pour me signaler disparue. Mais j'ai entendu mon père en arrière-plan lui rappeler que j'avais 20 ans et que je pouvais vivre où je voulais. J'ai éteint mon téléphone et je me suis assise sur mon nouveau lit dans mon appartement vide, me sentant à la fois libre et terrifiée. La semaine suivante, Jonas m'a aidé à écrire une lettre à ma famille pendant notre séance. Nous avons passé toute l'heure à choisir les bons mots, expliquant mes limites et ce dont j'avais besoin d'eux à l'avenir. La chose principale était une thérapie familiale s'ils voulaient avoir une relation avec moi. Jonas l'a postée pour moi parce que je ne pouvais pas me faire confiance pour ne pas la jeter. Quelques jours plus tard, j'ai vu une brochure au centre communautaire pour un groupe de soutien pour les survivants du cancer dirigé par une certaine Freya Mansfield. Je suis allée à la réunion suivante et je me suis assise au fond en écoutant les gens partager leurs histoires. Quand Freya a demandé si quelqu'un voulait se présenter, j'ai levé la main et je leur ai parlé de la cérémonie de la cloche. Plusieurs personnes ont hoché la tête comme si elles comprenaient et une femme a commencé à pleurer. Après la réunion, Freya s'est approchée et m'a dit qu'elle était contente que je sois venue et espérait que je continuerais à venir. Pour la première fois, j'ai eu l'impression que les gens comprenaient vraiment ce que j'avais vécu. J'ai commencé à y aller toutes les semaines et j'ai lentement commencé à partager davantage mon histoire. 2 semaines après avoir vécu seule, je me suis réveillée sur le sol de ma salle de bain, sans me souvenir comment j'étais arrivée là. Mon téléphone sonnait quelque part, mais je ne pouvais pas l'atteindre. Tout me faisait mal et ma vision s'obscurcissait de plus en plus. J'ai réussi à me traîner jusqu'à l'endroit où mon téléphone était tombé derrière les toilettes. Mais mes mains tremblaient en trop pour le déverrouiller. Il a continué à sonner et à sonner jusqu'à ce qu'il s'arrête enfin. Puis j'ai entendu frapper à ma porte et la voix de Pamela appeler mon nom. Elle a utilisé la clé de rechange que je lui avais donnée et m'a trouvée recroquevillée sur le sol de la salle de bain, à peine consciente. Elle a appelé le 911 et m'a tenu la main pendant que nous attendions l'ambulance. À l'hôpital, on m'a posé une voie intraveineuse et le médecin des urgences, un jeune homme nommé Dorian Blake, s'est assis et a écouté pendant que Pamela expliquait tout mon historique médical. Il a demandé un tas de tests et m'a admise en observation, disant que mon corps s'éteignait à cause de la malnutrition et de la déshydratation. Il m'a mise en contact avec une nutritionniste spécialisée dans les patients ayant des problèmes digestifs compliqués par de multiples dons d'organes. Le lendemain matin, je me suis réveillée au son de voix dans ma chambre et j'ai vu Freya debout là avec 3 personnes du groupe de soutien tenant une pile de cartes de rétablissement et de fleurs. Ils avaient entendu dire que j'étais à l'hôpital et étaient venus me voir alors que nous ne nous connaissions que depuis quelques semaines. Une femme a apporté de la soupe maison qui, selon elle, l'avait aidée pendant sa chimiothérapie, et un autre garçon a apporté une pile de livres qu'il pensait que j'aimerais. Ils sont restés 1 heure à simplement discuter et à me faire rire à propos de choses aléatoires. Et je n'arrêtais pas de penser à comment ces gens que je connaissais à peine faisaient ne plus pour moi que ma propre famille depuis des années. Vers midi, j'ai entendu la voix de ma mère dans le couloir discuter avec quelqu'un. Puis, elle a fait irruption dans la chambre avec mon père juste derrière elle, exigeant de savoir pourquoi je ne les avais pas appelés. J'ai appuyé sur le bouton d'appel de l'infirmière et je leur ai demandé de partir parce que j'avais besoin de repos et de peu de stress, comme l'avait ordonné le médecin. Ma mère a commencé à crier que j'étais sa fille et que j'avais des droits. Mais Dorian est apparu et leur a dit que les heures de visite étaient tant réservées aux visiteurs qui apportèrent du soutien et que mon équipe médicale avait des inquiétudes concernant le stress affectant ma guérison. Comme ils ne partèrent pas, la sécurité est venue et les a escortés dehors pendant que ma mère continuait de crier à quel point j'étais ingrate. Ce soir-là, j'ai regardé mon téléphone et j'ai vu que Zada avait publié sur Instagram que j'étais dramatique et que je ne laissais pas la famille me rendre visite à l'hôpital, alors qu'ils étaient très inquiets. Les commentaires étaient en grande partie de ses amis qui étaient d'accord jusqu'à ce que quelqu'un qui était allé au lycée avec nous commente en demandant si c'était la même sœur qui lui avait donné un rein
et une partie de son foie. D'autres personnes ont commencé à commenter en se souvenant que j'étais malade pendant toute l'école à cause des dons. Et soudain, la publication de Zada a eu des dizaines de commentaires la critiquant pour son égoïsme. Elle l'a supprimée, mais les captures d'écran se diffusaient déjà, et Pamela m'en a montré une où quelqu'un avait écrit tout un paragraphe sur moi, m'évanouissant en cours de chimie le lendemain d'un don de moelle osseuse. 3 jours plus tard, Dorian a signé mes papiers de sortie avec un épais dossier d'instruction, y compris un régime nutritionnel strict et des rendez-vous pour des bilans 2 fois par semaine avec l'équipe médicale. Pamela avait pris du temps libre de son travail pour m'emmener à la maison et m'a aidé à m'installer avec tous les nouveaux médicaments et aliments spéciaux dont j'avais besoin pour mon système digestif endommagé. Elle est restée toute la première journée, s'assurant que je mangeais toutes les 2 heures comme l'avait ordonné la nutritionniste, et m'aidant à organiser toutes les pilules que je devais prendre à différentes heures. La semaine suivante, pendant ma séance, Jonas a suggéré que je commence à écrire un journal sur la façon dont pourrait être ma vie sans les attentes de ma famille pesant sur moi. J'ai passé des heures cette nuit-là à remplir des pages de rêves que j'avais oubliées, comme voyager dans des endroits que je n'avais vus qu'à la télévision de l'hôpital, peut-être suivre des cours en ligne puisque je n'avais jamais terminé le lycée à cause de toutes les choses médicales, et avoir des amis qui me voient comme une personne entière au lieu d'une pièce de rechange pour Zada. J'ai écrit sur mon désir d'apprendre à jouer de la guitare et d'aller à des concerts et de manger au restaurant sans me soucier si Zada pourrait avoir besoin d'un autre organe un jour. 2 jours plus tard, mon père m'a envoyé un email avec l'objet « Réglons ça », disant qu'ils essaieraient une thérapie familiale, mais seulement si je rentrais d'abord à la maison pour montrer que je prenais au sérieux la résolution des choses. Je lui ai écrit que la thérapie devait passer en premier parce que vivre à la maison n'était pas sûr pour ma santé mentale en ce moment. Et Jonas avait déjà dit que j'avais besoin de stabilité pour ma guérison. Mon père a répondu en disant que j'étais têtue et que ma mère pleurait tous les jours, mais je n'ai pas répondu car j'avais rendez-vous avec l'assistante sociale de l'hôpital qui m'aidait à demander des programmes d'aide supplémentaires. Elle a sorti mes dossiers médicaux pour remplir les demandes, et son visage est devenu pâle quand elle a vu la liste de tout ce que j'avais donné et à quel point j'étais jeune quand j'ai commencé. Elle n'arrêtait pas de demander si mes parents m'avaient fait pression et je lui ai expliqué à propos de Zada qui était malade et comment il était simplement attendu que je donne ce dont elle avait besoin pour rester en vie. L'assistante sociale a fait des copies de tout et a dit qu'elle n'avait jamais vu quelqu'un donner autant de son corps avant 18 ans et qu'il pourrait y avoir des programmes spécifiques pour les jeunes donneurs, bien qu'elle devrait faire des recherches à ce sujet. Lors de la prochaine réunion du groupe de soutien, Freya m'a demandé si j'étais prête à partager mon histoire avec tout le monde, car elle pensait que cela pourrait aider les autres à comprendre les dynamiques familiales autour de la maladie. Je tremblais quand je me suis levée, mais j'ai commencé à parler de grandir en tant que sœur en bonne santé, et que cela signifiait que je devais donner à Zada ce dont elle avait besoin pour rester en vie. Quand je suis arrivée à la partie de la cérémonie de la cloche, et que ma famille a choisi la fête de Zada à la place, plusieurs personnes ont commencé à pleurer, et une femme s'est levée et m'a serrée dans ses bras. Après la réunion, une femme plus âgée s'est approchée et s'est présentée comme Carole et a dit que sa famille avait fait quelque chose de similaire quand son frère a eu le cancer et qu'elle était censée être celle qui était forte et qui n'avait jamais besoin de rien. Elle m'a donné son numéro et m'a dit de l'appeler à tout moment si j'avais besoin de parler à quelqu'un qui comprenait ce que c'était d'être invisible dans sa propre famille. Le lendemain, ma mère a finalement accepté une séance de thérapie familiale. Mais elle a insisté pour amener sa propre thérapeute qu'elle voyait depuis des années. Jonas a accepté une séance conjointe, mais il m'a averti par téléphone que cela pourrait être davantage à propos d'elle, essayant de contrôler le récit que de faire de réels progrès et de me préparer à cette possibilité. La séance était prévue pour jeudi à 14h et je suis arrivée en avance pour parler d'abord à Jonas, mais ma mère et sa thérapeute étaient déjà dans la salle d'attente en train de consulter des notes ensemble. La terapeuta de mamá era una mujer mayor, con el pelo gris recogido con firmeza, y no paraba de asentir mientras mamá señalaba los papeles que había traído, probablemente listas de todos mis supuestos problemas. Jonas salió y su cara se tensó al verlos acurrucados, pero se mantuvo profesional e invitó a todos a su oficina. La habitación se sintió más pequeña con 5 personas, y mamá tomó inmediatamente la silla más cercana a su terapeuta, mientras papá se sentaba en el sofá, luciendo incómodo. La terapeuta de mamá comenzó a hablar antes de que Jonas pudiera presentarse correctamente, diciendo cómo mamá había sido traumatizada por la enfermedad de Zada y cómo algunos niños no entienden el estrés por el que pasan los padres. Siguió usando frases como comportamiento que busca atención
e incapacidad para ver el panorama general, mientras me miraba directamente a mí. Jonas intentó redirigir sacando la documentación médica real sobre mis donaciones y el coste físico que tuvieron. Pero la terapeuta de mamá lo ignoró diciendo, el sacrificio físico no significa que la manipulación emocional no esté ocurriendo. Mamá asentía y añadía comentarios sobre cómo yo siempre había sido dramática, incluso de niña, y cómo estaba celosa de que Sada hubiera entrado en Berkeley. Empecé a temblar, y Jonas se dio cuenta, preguntando si podíamos centrarnos en la ceremonia de la campana perdida, ya que ese era el problema actual. Pero la terapeuta de mamá dijo que ese era solo un incidente que se estaba exagerando. De hecho, utilizó la palabra performático para describir mi petición de celebración por mi tratamiento contra el cáncer. Fue entonces cuando Jonas se puso de pie y, muy tranquilo pero firmemente, dijo, necesitamos apegarnos a los hechos documentados, no a las interpretaciones. Y comenzó a enumerar cada una de las donaciones que había hecho con fechas e impactos médicos. La terapeuta de mamá intentó interrumpir, pero Jonas continuó, explicando cómo un niño de 13 años no puede dar su consentimiento legalmente para ese nivel de donación médica y preguntando por qué mis padres nunca me proporcionaron apoyo psicológico durante esos años. La cara de mamá se puso roja y se levantó, diciendo que no había venido allí para ser atacada y que Jonas era claramente parcial porque yo lo había envenenado contra la familia. Su terapeuta también se levantó, diciendo que ese no era un ambiente productivo y que deberían continuar el viaje de curación de mamá en otro lugar. Salieron juntos, dejándome temblando en el sofá mientras papá se quedaba allí mirando sus manos. Jonas les dio un minuto para llegar al ascensor, luego se volvió a sentar y preguntó a papá si quería continuar. Papá asintió lentamente y se movió a la silla que mamá había dejado vacía. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un cheque doblado. Sus manos temblaban un poco mientras lo alisaba sobre su rodilla. Dijo que había estado pensando en todo desde nuestro almuerzo y había calculado cuáles debían ser mis facturas médicas y quería ayudar. El cheque era por $30,000. Lo miré fijamente porque era más dinero del que había visto jamás, pero también porque se sentía extraño, como si estuviera intentando comprar su salida de la culpa. Jonas le preguntó a papá qué esperaba que lograra el dinero. Y papá dijo que sabía que no podía arreglar el pasado, pero tal vez podría ayudar a mi futuro. Tomé el cheque porque, sinceramente, lo necesitaba con todas las facturas acumulándose, pero le dije a papá que el dinero no podía reparar lo que estaba roto entre nosotros. Él asintió y dijo que lo entendía, pero que quería seguir intentándolo. Quizás hacer terapia individual con Jonas si yo estaba de acuerdo. Jonas dijo que podía recomendarle a alguien más a papá, ya que tratar a varios miembros de la familia por separado podía complicarse. Pero papá dijo que confiaba en Jonas después de ver cómo manejó a la terapeuta de mamá. Programamos la cita de papá para la semana siguiente y me abrazó antes de irse. Un abrazo real, no el rápido toque que solía hacer. 3 noches después, estaba calentando sopa cuando alguien empezó a llamar a la puerta de mi apartamento. A través de la mirilla, pude ver a Sada tambaleándose y buscando a tientas con su teléfono. Cuando abrí la puerta, prácticamente se cayó dentro, apestando a vodka y llorando porque todos en la orientación de Berkeley pensaban que era horrible. Seguía diciendo que la gente estaba compartiendo mi historia en línea y llamándola egoísta y desagradecida. La guié al sofá y fui a hacer café mientras ella despotricaba sobre lo injusto que era que la gente la juzgara por algo que sucedió cuando estaba enferma. Dijo que no pidió mis órganos y que no era su culpa que mamá y papá me hicieran dárselos. La cafetera se estaba tardando una eternidad, y Sada se hacía cada vez más ruidosa, diciendo que yo había arruinado su nuevo comienzo en la universidad al contarle a todos nuestros asuntos. Cuando le traje el café, lo tiró, extendiendo la mano para agarrar su teléfono para mostrarme los comentarios que la gente estaba dejando. Mientras limpiaba el derrame, empezó a llorar más fuerte, diciendo que no era una mala persona y que no entendía por qué la odiaba tanto. Me senté a su lado y le dije que no la odiaba, pero que necesitaba entender lo que realmente sucedió. Fui a mi habitación y saqué la carpeta que había estado guardando con todos mis registros médicos y las fotos que Pamela había tomado durante mis tratamientos. La cara de Sada se puso blanca, mirando las fotos mías a 73 libras con tubos por todas partes y moretones cubriendo mis brazos de todas las vías. Siguió hojeando las páginas, viendo los registros de extracción de médula ósea y las notas de cirugía de la donación de riñón y la resección de hígado.
Sus manos temblaban mientras veía los formularios que enumeraban todas las complicaciones y el daño permanente. Miró una foto de justo después de la cirugía de hígado cuando estaba hinchada y amarilla y apenas podía abrir los ojos. Luego encontró el informe de fertilidad que decía que nunca podría tener hijos debido al trauma en mi cuerpo. Vomitó, apenas llegando al baño, y le sostuve el pelo mientras sollozaba entre arcadas. Cuando finalmente se detuvo, la ayudé a volver al sofá y me preguntó por qué lo hice todo si iba a destruir mi cuerpo de esa manera. Le dije que porque la amaba y quería que viviera. Así de simple. Empezó a llorar de nuevo, pero de manera diferente, diciendo que tenía miedo de convertirse en médica, porque nunca sería tan desinteresada como yo, y todos la compararían con lo que yo hice. Dijo que se sentía como una estafadora al entrar en medicina cuando había tomado tanto de otra persona. Le dije que no necesitaba ser yo. Necesitaba ser ella misma, pero también necesitaba reconocer lo que otros sacrifican y nunca darlo por sentado. Me preguntó si podía quedarse, y le preparé el sofá. Hablamos hasta que salió el sol sobre todo lo que nunca habíamos dicho antes, sobre lo asustada que estaba durante su enfermedad y lo culpable que se sentía ahora, viendo lo que me costó. Admitió que se había hecho creer que las donaciones no eran gran cosa, porque aceptar la verdad significaba aceptar que ella había sido parte de la destrucción de mi cuerpo. Le dije que era una niña y que no era su culpa, pero que ahora tenía opciones sobre cómo seguir adelante. Se durmió en el sofá y la cubrí con una manta. Luego me senté en la cocina mirando el amanecer y sintiendo que tal vez algo finalmente había cambiado. La semana siguiente, Sada apareció en la casa de nuestros padres durante la cena del domingo y anunció que quería hacer terapia familiar de verdad, no la sesión de broma con la terapeuta de mamá. Mamá inmediatamente comenzó a protestar, diciendo que no necesitaban a un extraño diciéndoles cómo ser una familia. Pero Sada la interrumpió. Dijo que si no aceptaban la terapia de verdad, ella pospondría Berkeley por un año y le diría a todos que era porque su familia era demasiado disfuncional para apoyar su educación. La cara de mamá se puso pálida porque la aceptación de Sada en Berkeley era de lo único que se había jactado con sus amigos. Papá dijo que pensaba que la terapia era una buena idea y que él ya había estado viendo a Jonas individualmente. Mamá se veía traicionada, pero Sada sacó su teléfono y le mostró a mamá el formulario de aplazamiento de Berkeley, ya parcialmente lleno. Mamá cedió entonces, aceptando una sesión con Jonas, aunque seguía murmurando que no necesitaba terapia. Jonas nos hizo un hueco ese viernes, y la oficina se sentía diferente con los 4 allí, tratando de trabajar en lugar de pelear. Mamá comenzó a dar su discurso habitual sobre hacer lo mejor que podía, pero Jonas la redirigió para que hablara sobre sus sentimientos durante la enfermedad de Sada. Finalmente admitió que estaba tan aterrorizada de perder a Sada que dejó de verme como una persona separada con mis propias necesidades. Dijo que ver a Sada casi morir rompió algo en ella, y que no podía manejar el pensamiento de lo que yo también estaba pasando. Papá habló sobre sentirse como un fracaso como padre, porque no podía arreglar la enfermedad de Sada o protegerme de tener que sacrificar tanto. Dijo que fingió que todo estaba bien porque reconocer la verdad significaba admitir que había fallado a sus 2 hijas. Sada sorprendió a todos diciendo que había usado mis sacrificios como un escudo de la culpa del sobreviviente, que era más fácil minimizar lo que di que enfrentar el hecho de que ella estaba viva porque yo había renunciado a pedazos de mí misma. Jonas se inclinó hacia adelante en su silla y dijo algo sobre sentarse con estos sentimientos sin tratar de arreglarlos de inmediato. Y mamá comenzó a llorar más fuerte de lo que la había visto llorar desde el diagnóstico de Sada hace tantos años. Seguía secándose la cara con pañuelos y tratando de hablar, pero las palabras no salían bien. Solo se rompía en pedazos sobre estar arrepentida y no saber cómo ser una buena madre para ambas. Jonas esperó hasta que se calmó lo suficiente para hablar con claridad. Y luego mamá me miró directamente y dijo que sentía mucho haber perdido mi ceremonia de la campana. Realmente lo sentía. No el tipo de lo siento que viene con excusas. Comenzó a agregar algo sobre estar abrumada con la fiesta de Sada. Pero Jonas levantó la mano ligeramente y mamá se detuvo a mitad de frase. Respiró hondo y solo repitió que lo sentía. Punto. Papá se acercó y me apretó la mano mientras Sada miraba sus zapatos, como si fueran las cosas más interesantes del mundo. Después de que terminó la sesión, me senté en mi coche durante 20 minutos, solo procesando todo. Y luego le envié un mensaje de texto a Pamela sobre una idea que se había estado formando en mi cabeza. Quería tener mi propia ceremonia de la campana, una repetición con la gente que realmente se presentó por mí durante el tratamiento.
Pamela respondió de inmediato con emojis de corazón y dijo que ayudaría a organizarlo. Y en una hora, Freya de mi grupo de apoyo también se unió. Dorian respondió a mi mensaje diciendo que cambiaría de turno para estar allí. Y esa noche, 12 personas de mi grupo de apoyo habían confirmado que vendrían. A la mañana siguiente, mamá llamó preguntando si podíamos tomar un café. Y cuando nos encontramos en el pequeño lugar cerca del hospital, preguntó sobre la ceremonia de repetición que Pamela había mencionado. Le dije que sucedería la próxima semana, y vi su cara de decepción cuando no la invité de inmediato. Empezó a preguntar si la familia podía venir, pero la interrumpí y dije que necesitaban demostrarme que hablaban en serio sobre cambiar primero. 3 sesiones más de terapia con Jonas, reales donde todos participaran, y luego tal vez podrían ganarse el derecho de estar allí. La mandíbula de mamá se tensó de la manera en que lo hace cuando piensa que alguien está siendo injusto, pero asintió y dijo que estarían en cada sesión. Esa semana, tuvimos nuestro primer seguimiento con Jonas, y papá habló sobre su infancia, cómo su propio padre nunca mostró emoción y le enseñó que ser un proveedor significaba trabajar duro y no hablar de sentimientos. Sada se sinceró sobre la presión que sentía de ser perfecta, ya que yo había sacrificado tanto para que ella viviera. Cómo cada logro se sentía como si tuviera que ser lo suficientemente grande como para justificar lo que yo había perdido. Mamá luchó más, pero finalmente admitió que siempre me había visto como la fuerte, la que podía manejar cualquier cosa. Así que, cuando yo estaba donando, ella concentró toda su preocupación en Sada y asumió que yo estaría bien porque siempre lo estaba. Jonas nos ayudó a ver cómo estos patrones habían construido muros entre nosotros. Y por primera vez, se sintió como si realmente estuviéramos hablando entre nosotros en lugar de ignorarnos. La segunda sesión fue más difícil porque Jonas nos hizo practicar la escucha activa, donde teníamos que repetir lo que la otra persona decía antes de responder. Sada se frustró cuando tuvo que realmente escucharme describir el dolor físico de las donaciones, la forma en que la aguja de médula ósea se sentía como fuego que se extendía por mi esqueleto, los meses de debilidad después de renunciar a mi riñón. Vomitó en el baño a mitad de camino y regresó pálida y temblando. La tercera sesión se centró en hacer las paces sin esperar el perdón, y cada uno de ellos tuvo que decirme específicamente por qué lo sentían y qué harían de manera diferente en el futuro. Papá prometió verme como un individuo, no solo en relación con las necesidades de Sada. Mamá dijo que dejaría de minimizar mis luchas y comenzaría a aparecer en los pequeños momentos, no solo en los grandes. Sada lloró durante toda su disculpa por dar por sentados mis sacrificios y prometió honrar lo que yo había dado siendo agradecida en lugar de culpable. La mañana de mi ceremonia de repetición, me desperté nerviosa pero emocionada. Y cuando llegué al hospital, Pamela había decorado todo el vestíbulo con cintas amarillas, mi color favorito. Mi familia ya estaba allí, sentada tranquilamente en la esquina, y papá sostenía un ramo de girasoles. Mamá tenía una bolsa de regalo que más tarde descubrí que contenía un álbum de fotos que había hecho de mi viaje de tratamiento con notas de enfermeras y médicos sobre lo valiente que era. Sada llevaba una camiseta que decía, «Mi hermana es mi heroína», que había mandado a hacer especialmente. Cuando llegó el momento, caminé hacia la campana con Pamela a un lado y Freya al otro, y el vestíbulo estaba lleno de gente de mi grupo de apoyo, enfermeras de mi equipo de tratamiento, incluso algunos pacientes que había llegado a conocer durante la quimio. Jonas se quedó con mi familia, y lo vi poner su mano en el hombro de mamá cuando ella comenzó a llorar de nuevo. Agarré la cuerda y toqué la campana una vez, clara y fuerte. Luego 2 veces, y luego la tercera vez tan fuerte que el sonido resonó en todo el hospital. Todos estallaron en vítores y aplausos, y Sada estaba grabando todo en su teléfono mientras las lágrimas corrían por su cara. Pamela me abrazó y me susurró que estaba muy orgullosa de mí. Y luego todos me estaban abrazando y celebrando. Y fue todo lo que había querido la primera vez. Nos trasladamos a la casa de Pamela para una pequeña fiesta que había organizado. Y mi familia no solo vino, sino que se quedó todo el tiempo, ayudando a servir comida y realmente hablando con la gente sobre mi viaje. Mamá se sentó con Pamela durante 1 hora haciendo preguntas detalladas sobre mi tratamiento. ¿Cómo eran los días más difíciles? ¿Cómo Pamela me había visto luchar, finalmente queriendo entender lo que se había perdido? Papá ayudó a limpiar sin que se lo pidieran, y le dijo a Dorian lo agradecido que estaba de que yo hubiera tenido buenos médicos cuidándome. Durante la fiesta,
Sada se levantó y chocó su vaso para llamar la atención de todos. Luego anunció que usaría parte de su fondo universitario para comenzar una fundación para hermanos donantes. Ya había presentado la documentación y quería llamarla la Fundación Macy, enfocada en proporcionar apoyo y reconocimiento a los hermanos que donan a miembros de la familia. Había estado trabajando en ello en secreto durante semanas, investigando qué recursos se necesitaban y cómo estructurarlo, y quería que yo estuviera en la junta directiva para ayudar a guiar la misión. Comencé a ser voluntaria en el hospital el mes siguiente, trabajando con adolescentes que pasaban por tratamientos contra el cáncer, y Dorian me presentó al equipo de oncología pediátrica, que inmediatamente me puso a trabajar. Los niños conectaban conmigo porque había pasado por ello lo suficientemente reciente como para recordar las pequeñas cosas, como cómo el sabor de la quimio se queda en la boca durante días, o lo frustrante que es cuando la gente dice que eres tan fuerte cuando solo quieres ser normal. Dorian me dijo después de mi primera semana que tenía un don para hacer que los pacientes se sintieran vistos y escuchados, no solo tratados, y el jefe de oncología pediátrica me preguntó si consideraría trabajar allí a tiempo parcial una vez que estuviera más fuerte. Mi familia comenzó una nueva tradición de cenas mensuales, donde nos turnábamos en la mesa y cada uno compartía algo importante de nuestras vidas, algo con lo que necesitábamos apoyo y algo por lo que estábamos agradecidos. Las primeras fueron incómodas, pero para el tercer mes se sintió natural, y mamá incluso comenzó a traer un cuaderno para escribir cosas para no olvidarse de dar seguimiento. Papá comenzó a enviarme mensajes de texto aleatorios durante la semana, solo para ver cómo estaba, o enviando memes divertidos, tratando de construir una relación que no fuera solo sobre las cenas familiares. Sada me llamaba antes de cada gran examen o presentación en Berkeley, no para pedir consejo, sino solo para escuchar mi voz, y me contaba sobre sus clases y su compañera de cuarto y el chico que le gustaba. Cosas de hermanas normales que nunca habíamos hecho antes. Pasaron 6 meses, y mi cuerpo comenzó a recuperarse de maneras que los médicos no habían esperado. Mi peso subió a 95 libras y mis mejillas finalmente tenían color de nuevo. El nuevo equipo médico del hospital ajustó mis medicamentos y de repente pasé de 23 pastillas a solo 12 al día. Mis manos dejaron de temblar y podía subir escaleras sin detenerme a recuperar el aliento. Papá comenzó a aparecer en mi apartamento cada martes con copias impresas sobre programas de rehabilitación vocacional. Los extendía sobre la mesa de mi cocina y los revisábamos mientras él tomaba notas sobre fechas límite y requisitos. Encontró programas que me permitían tomar clases en línea a mi propio ritmo, y nunca una vez mencionó cómo le iba a Sada en Berkeley o comparó nuestros caminos educativos. Un programa ofrecía certificación de codificación médica, y papá me ayudó a llenar cada formulario e incluso me llevó a la cita de evaluación. La noche antes del primer día de Sada en Berkeley, me llamó a las 2 a.m. llorando. Me agradeció por todo lo que le había dado, y prometió que se convertiría en el tipo de doctora que ve a toda la familia, no solo al niño enfermo. Ambas lloramos al teléfono durante 1 hora, y me dijo que había estado leyendo sobre hermanos donantes, y finalmente entendía por lo que pasé. Mamá comenzó a enviarme artículos sobre trauma médico en familias cada pocos días. Luego se inscribió en su propia terapia con un especialista que trabajaba con padres de niños enfermos. Sus correos electrónicos se hicieron más largos y más honestos, y un día me escribió una disculpa sin peros ni excusas adjuntas. Admitió que había estado tan asustada de perder a Sada que se olvidó de ver lo que estaba perdiendo conmigo. Pamela me llamó una tarde con la noticia de que había sido ascendida a jefa de educación de enfermería. Quería que hablara con las nuevas enfermeras sobre las dinámicas familiares y cómo apoyar a los hermanos que donan. Acepté de inmediato y pasé semanas preparando mi presentación con fotos y registros médicos. La primera vez que hablé con una sala llena de estudiantes de enfermería, todos tomaron notas e hicieron preguntas sobre cosas que nunca pensé que a nadie le importaran. La administración del hospital se puso en contacto conmigo 3 meses después para crear nuevos protocolos para hermanos donantes. Habían revisado mi caso y se dieron cuenta de que no había sistemas de apoyo en su lugar para niños como yo. El comité se reunió todas las semanas y diseñamos requisitos para evaluaciones psicológicas y consejería para hermanos donantes. Querían llamarlo el Protocolo Macy, y lloré allí mismo en la sala de conferencias. El programa requeriría que los hospitales proporcionaran apoyo de salud mental y ceremonias de reconocimiento para hermanos donantes.
Llegó el Día de Acción de Gracias, y por primera vez mi familia planeó todo el menú alrededor de mis restricciones dietéticas. Mamá me llamó 2 semanas antes para obtener una lista de alimentos que podía comer sin enfermarme. Sada pasó horas investigando recetas y probando platos que funcionarían con mi sistema digestivo dañado. Hizo 3 tipos diferentes de relleno hasta que encontró uno con ingredientes que podía tolerar. Papá asó pollo simple solo para mí mientras todos los demás comían pavo. Prepararon toda una sección de alimentos seguros en el mostrador con etiquetas para que yo supiera exactamente lo que podía comer. Nadie hizo comentarios sobre mis necesidades especiales o actuó como si fuera una carga. Todos nos sentamos alrededor de la mesa, con Pamela, Dorian y Freya, uniéndonos a nosotros como mi familia elegida. Mamá los había invitado sin que yo lo pidiera, y puso lugares para ellos como si siempre hubieran pertenecido allí. Sada seguía revisando si necesitaba algo, y papá de verdad apagó el partido de fútbol para que todos pudiéramos hablar. Pamela contó historias sobre mi fuerza durante el tratamiento que mis padres nunca habían oído. Dorian explicó cómo mi trabajo voluntario estaba cambiando la forma en que los jóvenes médicos pensaban sobre las familias de los pacientes. Freya compartió cómo mi historia había inspirado a otros sobrevivientes en nuestro grupo de apoyo a establecer límites con sus propias familias. Mamá tomó notas mientras Pamela hablaba e hizo preguntas reales sobre lo que había pasado. Papá se emocionó cuando Dorian describió que me encontró colapsada en mi apartamento y lo asustado que había estado. Sada me tomó la mano por debajo de la mesa cuando Freya habló sobre el aislamiento que enfrentan los hermanos donantes. Después de la cena, jugamos juegos de mesa y nadie mencionó Berkeley o las calificaciones o los logros. Simplemente existimos juntos como una familia donde todos importaban por igual. Mirando alrededor de esa mesa a mi familia biológica, finalmente viéndome, y a mi familia elegida que siempre me había visto, entendí algo importante. Ya no era solo las piezas de repuesto o la chica enferma que sobrevivió al cáncer. Era valorada por quien era más allá de lo que mi cuerpo podía dar. Mis historias importaban, y mi dolor importaba, y mi recuperación importaba. El espacio vacío que solía doler en mi pecho cada vez que veía a otras familias juntas, finalmente comenzó a llenarse. Esto era lo que había querido todo el tiempo, y solo me costó perder todo para finalmente conseguirlo. Gracias por déambular por todo esto conmigo. Traduction en français. La thérapeute de ma mère était une femme âgée aux cheveux gris sévèrement tirés en arrière, et elle n'arrêtait pas d'acquiescer tandis que ma mère lui montrait des papiers qu'elle avait apportés, probablement des listes de tous mes soi-disant problèmes. Jonas est sorti et son visage s'est contracté en les voyant blottis l'un contre l'autre, mais il est resté professionnel et a invité tout le monde dans son bureau. La pièce semblait plus petite à 5 personnes, et tandis que mon père s'est assis sur le canapé, l'air mal à l'aise. La thérapeute de ma mère a commencé à parler avant même que Jonas ait pu se présenter correctement, expliquant comment ma mère avait été traumatisée par la maladie de Zada et comment certains enfants ne comprennent pas le stress par lequel passent les parents. Elle a continué à utiliser des phrases comme « comportement à la recherche d'attention » et « incapacité à voir le tableau d'ensemble » tout en me regardant droit dans les yeux. Jonas a essayé de rediriger en sortant la documentation médicale réelle sur mes dons et le coût physique qu'ils ont eu. Mais la thérapeute de ma mère l'a ignoré, disant « Le sacrifice physique ne signifie pas que la manipulation émotionnelle ne se produit pas. » Ma mère hochait la tête et ajoutait des commentaires sur la façon dont j'avais toujours été dramatique, même quand j'étais enfant, et comment j'étais jalouse que Zada soit allée à Berkeley. J'ai commencé à trembler, et Jonas s'en est rendu compte, demandant si nous pouvions nous concentrer sur la cérémonie de la cloche manquée, puisque c'était le problème actuel. Mais la thérapeute de ma mère a dit que ce n'était qu'un incident qui était exagéré. En fait, elle a utilisé le mot « performatique » pour décrire ma demande de célébration pour mon traitement contre le cancer. C'est alors que Jonas s'est levé et, très calmement mais fermement, a dit « Nous devons nous en tenir aux faits documentés, pas aux interprétations. » Et il a commencé à énumérer chacun des dons que j'avais faits avec les dates et les impacts médicaux. La thérapeute de ma mère a essayé d'interrompre, mais Jonas a continué, expliquant comment un enfant de 13 ans ne peut pas légalement consentir à ce niveau de don médical, et demandant pourquoi mes parents ne m'ont jamais fait suivre de soutien psychologique pendant ces années. Le visage de ma mère est devenu rouge, et elle s'est levée, disant qu'elle n'était pas venue ici pour être attaquée, et que Jonas était clairement partial, parce que je l'avais retourné contre la famille. Sa thérapeute s'est également levée, disant que ce n'était pas un environnement productif, et qu'il devrait continuer le voyage de guérison de maman ailleurs.
Ils sont partis ensemble, me laissant tremblante sur le canapé pendant que papa restait là à regarder ses mains. Jonas leur a donné 1 minute pour atteindre l'ascenseur, puis s'est rassis et a demandé à papa s'il voulait continuer. Papa a hoché la tête lentement et s'est déplacé vers la chaise que maman avait laissée vide. Il a mis la main dans la poche de sa veste et a sorti un chèque plié, ses mains tremblant un peu en le lissant sur son genou. Il a dit qu'il avait pensé à tout depuis notre déjeuner et qu'il avait calculé ce que mes factures médicales devaient être et qu'il voulait aider. Le chèque était de 30 000 $. Je l'ai regardé fixement parce que c'était plus d'argent que je n'en avais jamais vu, mais aussi parce que cela semblait étrange, comme s'il essayait d'acheter sa sortie de la culpabilité. Jonas a demandé à papa ce qu'il espérait que l'argent accomplisse. Et papa a dit qu'il savait qu'il ne pouvait pas réparer le passé, mais qu'il pourrait peut-être aider mon avenir. J'ai pris le chèque parce que, honnêtement, j'en avais besoin avec toutes les factures qui s'accumulaient, mais j'ai dit à papa que l'argent ne pouvait pas réparer ce qui était brisé entre nous. Il a hoché la tête et a dit qu'il comprenait, mais qu'il voulait continuer à essayer. Peut-être faire une thérapie individuelle avec Jonas si j'étais d'accord. Jonas a dit qu'il pouvait recommander quelqu'un d'autre à papa, puisque traiter plusieurs membres de la famille séparément pouvait être compliqué. Mais papa a dit qu'il faisait confiance à Jonas après avoir vu comment il avait géré la thérapeute de maman. Nous avons programmé le rendez-vous de papa pour la semaine suivante, et il m'a serré dans ses bras avant de partir. Un vrai câlin, pas le rapide effleurement qu'il avait l'habitude de faire. 3 nuits plus tard, je réchauffais de la soupe quand quelqu'un a commencé à frapper à la porte de mon appartement. À travers le Judas, j'ai pu voir Zada tituber et tâtonner avec son téléphone. Quand j'ai ouvert la porte, elle est pratiquement tombée à l'intérieur, puant la vodka et pleurant parce que tout le monde à l'orientation de Berkeley la trouvait horrible. Elle n'arrêtait pas de dire que les gens partageaient mon histoire en ligne et la traitaient d'égoïste et d'ingrate. Je l'ai guidée vers le canapé et je suis allée faire du café pendant qu'elle râlait sur l'injustice d'être jugée par des gens pour quelque chose qui s'est passé quand elle était malade. Elle a dit qu'elle n'avait pas demandé mes organes et que ce n'était pas sa faute si maman et papa m'avaient obligée à les lui donner. La cafetière prenait une éternité et Zada devenait de plus en plus bruyante, disant que j'avais ruiné son nouveau départ à l'université en racontant nos affaires à tout le monde. Quand je lui ai apporté le café, elle l'a renversé, tendant la main pour attraper son téléphone afin de me montrer les commentaires que les gens laissaient. Pendant que je nettoyais le déversement, elle a recommencé à pleurer plus fort, disant qu'elle n'était pas une mauvaise personne, et qu'elle ne comprenait pas pourquoi je la détestais autant. Je me suis assise à côté d'elle et je lui ai dit que je ne la détestais pas, mais qu'elle devait comprendre ce qui s'était réellement passé. Je suis allée dans ma chambre et j'ai sorti le dossier que je gardais avec tous mes dossiers médicaux et les photos que Pamela avait prises pendant mes traitements. Le visage de Zada est devenu blanc, regardant les photos de moi à 73 livres avec des tubes partout et des ecchymoses couvrant mes bras de toutes les voies. Elle a continué à feuilleter les pages, voyant les registres de prélèvement de moelle osseuse et les notes de chirurgie du don de rein et de résection hépatique. Ses mains tremblaient en voyant les formulaires énumérant toutes les complications et les dommages permanents. Elle a regardé une photo juste après la chirurgie du foie, où j'étais enflée et jaune et pouvais à peine ouvrir les yeux. Puis elle a trouvé le rapport de fertilité qui disait que je ne pourrais jamais avoir d'enfant en raison du traumatisme de mon corps. Elle a vomi, atteignant à peine les toilettes, et je lui ai tenu les cheveux pendant qu'elle sanglotait entre deux hauts le cœur. Quand elle s'est finalement arrêtée, je l'ai aidée à retourner sur le canapé, et elle m'a demandé pourquoi j'avais tout fait si c'était pour détruire mon corps de cette façon. Je lui ai dit que parce que je l'aimais et que je voulais qu'elle vive, tout simplement. Elle a recommencé à pleurer, mais différemment, disant qu'elle avait peur de devenir médecin parce qu'elle ne serait jamais aussi désintéressée que moi et que tout le monde la comparerait à ce que j'avais fait. Elle a dit qu'elle se sentait comme une fraude en entrant en médecine alors qu'elle avait pris tellement de quelqu'un d'autre. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas besoin d'être moi. Elle avait besoin d'être elle-même, mais elle avait aussi besoin de reconnaître ce que les autres sacrifient et de ne jamais le considérer comme acquis. Elle m'a demandé si elle pouvait rester, et je lui ai préparé le canapé. Nous avons parlé jusqu'au lever du soleil de tout ce que nous n'avions jamais dit auparavant, de la peur qu'elle avait ressentie pendant sa maladie et de la culpabilité qu'elle ressentait maintenant, voyant le prix que cela m'avait coûté. Elle a admis qu'elle s'était convaincue que les dons n'étaient pas grand-chose, parce qu'accepter la vérité signifiait accepter qu'elle avait participé à la destruction de mon corps. Je lui ai dit qu'elle était une enfant, et que ce n'était pas de sa faute, mais qu'elle avait maintenant le choix de la façon dont elle voulait aller de l'avant. Elle s'est endormie sur le canapé, et je l'ai couverte d'une couverture. Puis je me suis assise dans la cuisine, regardant le lever du soleil, et sentant que peut-être quelque chose avait enfin changé. La semaine suivante,
Zada est apparue chez nos parents pendant le dîner du dimanche et a annoncé qu'elle voulait faire une vraie thérapie familiale, pas la séance bidon avec la thérapeute de maman. Maman a immédiatement commencé à protester, disant que nous n'avions pas besoin d'un étranger pour nous dire comment être une famille. Mais Zada l'a interrompue. Elle a dit que si nous n'acceptions pas une vraie thérapie, elle reporterait Berkeley d'1 an et dirait à tout le monde que c'était parce que sa famille était trop dysfonctionnelle pour soutenir son éducation. Le visage de maman est devenu pâle parce que l'admission de Zada à Berkeley était la seule chose dont elle s'était vantée auprès de ses amis. Papa a dit qu'il pensait que la thérapie était une bonne idée et qu'il voyait déjà Jonas individuellement. Maman avait l'air trahie, mais Zada a sorti son téléphone et a montré à maman le formulaire de report de Berkeley déjà partiellement rempli. Maman a cédé alors, acceptant une séance avec Jonas, même si elle continuait de murmurer qu'elle n'avait pas besoin de thérapie. Jonas nous a fait une place ce vendredi-là et le bureau semblait différent avec les 4 d'entre nous, essayant de travailler au lieu de nous disputer. Maman a commencé son discours habituel sur le fait de faire de son mieux, mais Jonas l'a redirigé vers ses sentiments pendant la maladie de Zada. Elle a finalement admis qu'elle avait tellement peur de perdre Zada qu'elle avait arrêté de me voir comme une personne séparée avec mes propres besoins. Elle a dit que voir Zada presque mourir avait brisé quelque chose en elle et qu'elle ne pouvait pas supporter l'idée de ce que je traversais aussi. Papa a parlé de se sentir comme un échec en tant que père parce qu'il ne pouvait pas guérir la maladie de Zada, ni me protéger de devoir sacrifier autant. Il a dit qu'il faisait semblant que tout allait bien parce qu'accepter la vérité signifiait admettre qu'il avait failli à ses 2 filles. Zada a surpris tout le monde en disant qu'elle avait utilisé mes sacrifices comme un bouclier contre la culpabilité du survivant. Qu'il était plus facile de minimiser ce que j'avais donné que d'affronter le fait qu'elle était vivante parce que j'avais renoncé à des morceaux de moi-même. Jonas s'est penché en avant sur sa chaise et a dit quelque chose sur le fait de s'asseoir avec ses sentiments, sans essayer de les réparer immédiatement. Et maman a commencé à pleurer plus fort que je ne l'avais jamais vue pleurer depuis le diagnostic de Zada il y a tant d'années. Elle continuait de s'essuyer le visage avec des mouchoirs et essayait de parler, mais les mots ne sortaient pas correctement. Elle se brisait simplement en morceaux sur le regret et le fait de ne pas savoir comment être une bonne mère pour les 2. Jonas a attendu qu'elle se calme suffisamment pour parler clairement. Et puis maman m'a regardé droit dans les yeux et a dit qu'elle était vraiment désolée d'avoir manqué ma cérémonie de la cloche. Elle était vraiment désolée, pas le genre de désolée qui vient avec des excuses. Elle a commencé à ajouter quelque chose sur le fait d'être dépassée par la fête de Zada. Mais Jonas a levé légèrement la main et maman s'est arrêtée à mi-phrase, a pris une profonde inspiration et a juste répété qu'elle était désolée. Point. Papa s'est approché et m'a serré la main pendant que Zada regardait ses chaussures, comme si elles étaient les choses les plus intéressantes du monde. Une fois la séance terminée, je me suis assise dans ma voiture pendant 20 minutes à digérer tout ça. Et puis j'ai envoyé un SMS à Pamela au sujet d'une idée qui s'était formée dans ma tête. Je voulais avoir ma propre cérémonie de la cloche, une répétition avec les gens qui s'étaient vraiment présentés pour moi pendant mon traitement. Pamela a répondu immédiatement avec des emojis de cœur et a dit qu'elle aiderait à l'organiser. Et en 1 heure, Freya de mon groupe de soutien s'est également jointe. Dorian a répondu à mon message en disant qu'il changerait son tour pour être là. Et ce soir-là, 12 personnes de mon groupe de soutien avaient confirmé leur présence. Le lendemain matin, maman a appelé pour demander si nous pouvions prendre un café. Et quand nous nous sommes rencontrés dans le petit endroit près de l'hôpital, elle a posé des questions sur la cérémonie de répétition que Pamela avait mentionnée. Je lui ai dit que cela se passerait la semaine prochaine, et j'ai vu son visage déçu quand je ne l'ai pas invitée immédiatement. Elle a commencé à demander si la famille pouvait venir, mais je l'ai interrompue et j'ai dit qu'ils devaient d'abord me prouver qu'ils étaient sérieux au sujet du changement. 3 autres séances de thérapie avec Jonas, de vraies séances où tout le monde participerait, et puis peut-être qu'ils pourraient en gagner le droit d'y être. La mâchoire de maman s'est contractée de la manière dont elle le fait quand elle pense que quelqu'un est injuste, mais elle a hoché la tête et a dit qu'ils seraient présents à chaque séance. Cette semaine-là, nous avons eu notre premier suivi avec Jonas, et papa a parlé de son enfance, de la façon dont son propre père ne montrait aucune émotion, et lui a appris qu'être un pourvoyeur signifiait travailler dur et ne pas parler de sentiments. Zada s'est ouverte sur la pression qu'elle ressentait d'être parfaite, puisque j'avais tant sacrifié pour qu'elle vive. Comment chaque réussite donnait l'impression qu'elle devait être assez grande pour justifier ce que j'avais perdu. Maman a eu plus de mal, mais a finalement admis qu'elle m'avait toujours vue comme la forte, celle qui pouvait tout gérer. Donc, quand je faisais des dons, elle concentrait toute son inquiétude sur Zada et supposait que j'irais bien parce que j'allais toujours bien. Jonas nous a aidés à voir comment ces schémas avaient construit des murs entre nous.
et pour la première fois, on avait l'impression de vraiment se parler au lieu de s'ignorer. La deuxième séance a été plus difficile parce que Jonas nous a fait pratiquer l'écoute active, où nous devions répéter ce que l'autre personne disait avant de répondre. Zada s'est frustrée quand elle a dû vraiment m'écouter décrire la douleur physique des dons, la façon dont l'aiguille de moelle osseuse donnait l'impression d'un feu qui se propageait dans mon squelette, les mois de faiblesse après avoir renoncé à mon rein. Elle a vomi dans la salle de bain à mi-chemin et est revenue pâle et tremblante. La troisième séance s'est concentrée sur la réconciliation sans attendre le pardon. Et chacun d'eux a dû me dire spécifiquement pourquoi il était désolé et ce qu'il ferait différemment à l'avenir. Papa a promis de me voir comme un individu, pas seulement en relation avec les besoins de Zada. Maman a dit qu'elle arrêterait de minimiser mes luttes et commencerait à apparaître dans les petits moments, pas seulement dans les grands. Zada a pleuré pendant toutes ses excuses pour avoir pris mes sacrifices pour acquis et a promis d'honorer ce que j'avais donné en étant reconnaissante au lieu d'être coupable. Le matin de ma cérémonie de répétition, je me suis réveillée nerveuse mais excitée. Et quand je suis arrivée à l'hôpital, Pamela avait décoré tout le hall avec des rubans jaunes, ma couleur préférée. Ma famille était déjà là, assise tranquillement dans un coin, et papa tenait un bouquet de tournesol. Maman avait un sac cadeau qui contenait plus tard un album photo qu'elle avait fait de mon parcours de traitement avec des notes d'infirmières et de médecins sur ma bravoure. Zada portait un t-shirt sur lequel on pouvait lire « Ma sœur est ma héroïne », qu'elle avait fait faire spécialement. Quand le moment est venu, je me suis dirigée vers la cloche avec Pamela d'un côté et Freya de l'autre, et le hall était rempli de gens de mon groupe de soutien, d'infirmières de mon équipe de traitement, même de quelques patients que j'avais appris à connaître pendant la chimio. Jonas est resté avec ma famille, et je l'ai vu poser sa main sur l'épaule de maman quand elle a recommencé à pleurer. J'ai saisi la corde et j'ai sonné la cloche une fois, claire et forte, puis 2 fois, puis la 3e fois si fort que le son a résonné dans tout l'hôpital. Tout le monde a éclaté en acclamations et applaudissements, et Zada enregistrait tout sur son téléphone pendant que les larmes coulaient sur son visage. Pamela m'a serrée dans ses bras et m'a murmuré qu'elle était si fière de moi. Et puis tout le monde me serrait dans ses bras et me célébrait. Et c'était tout ce que j'avais voulu la première fois. Nous nous sommes déplacés chez Pamela pour une petite fête qu'elle avait organisée. Et ma famille n'est pas seulement venue, mais est restée tout le temps, aidant à servir la nourriture et parlant vraiment avec les gens de mon parcours. Maman s'est assise avec Pamela pendant 1 heure à lui poser des questions détaillées sur mon traitement, sur la façon dont étaient les jours les plus difficiles, sur la façon dont Pamela m'avait vu lutter, voulant finalement comprendre ce qui avait été perdu. Papa a aidé à nettoyer sans qu'on le lui demande, et il a dit à Dorian combien il était reconnaissant que j'ai eu de bons médecins pour s'occuper de moi. Pendant la fête, Zada s'est levée et a cogné son verre pour attirer l'attention de tout le monde, puis a annoncé qu'elle utiliserait une partie de son fonds universitaire pour créer une fondation pour les frères et sœurs d'honneur. Elle avait déjà déposé les papiers et voulait l'appeler la Fondation Macy, axée sur le soutien et la reconnaissance des frères et sœurs qui font des dons aux membres de leur famille. Elle y travaillait secrètement depuis des semaines, recherchant les ressources nécessaires et la façon de la structurer, et voulait que je fasse partie du conseil d'administration pour aider à orienter la mission. J'ai commencé à faire du bénévolat à l'hôpital le mois suivant, travaillant avec des adolescents qui suivirent des traitements contre le cancer, et Dorian m'a présenté à l'équipe d'oncologie pédiatrique, qui m'a immédiatement mise au travail. Les enfants se connectaient avec moi parce que j'avais vécu cela assez récemment pour me souvenir des petites choses, comme le goût de la chimio qui reste dans la bouche pendant des jours, ou à quel point il est frustrant quand les gens disent que vous êtes si forte alors que vous voulez juste être normale. Dorian m'a dit après ma première semaine que j'avais un don pour que les patients se sentent vus et entendus, pas seulement traités. Et le chef de l'oncologie pédiatrique m'a demandé si j'envisagerais d'y travailler à temps partiel une fois que je serais plus forte. Ma famille a commencé une nouvelle tradition de dîner mensuel, où nous nous relayions à table et chacun partageait quelque chose d'important de nos vies, quelque chose pour lequel nous avions besoin de soutien et quelque chose pour lequel nous étions reconnaissants. Les premiers étaient maladroits, mais au 3e mois, cela semblait naturel. Et maman a même commencé à apporter un carnet pour écrire des choses afin de ne pas oublier de faire le suivi. Papa a commencé à m'envoyer des SMS aléatoires pendant la semaine, juste pour voir comment j'allais, ou pour envoyer des mèmes amusants, essayant de construire une relation qui n'était pas seulement axée sur les dîners de famille. Zada m'appelait avant chaque gros examen ou présentation à Berkeley. Pas pour demander conseil, mais juste pour entendre ma voix, et elle me parlait de ses cours et de sa colocataire et du garçon qu'elle aimait. Des choses de sœur normales que nous n'avions jamais faites auparavant. 6 mois ont passé,
et mon corps a commencé à se rétablir d'une manière que les médecins n'avaient pas prévue. Mon poids est monté à 95 livres, et mes joues ont finalement retrouvé leur couleur. La nouvelle équipe médicale de l'hôpital a ajusté mes médicaments, et soudainement, je suis passée de 23 pilules à seulement 12 par jour. Mes mains ont arrêté de trembler, et je pouvais monter les escaliers sans m'arrêter pour reprendre mon souffle. Papa a commencé à apparaître à mon appartement chaque mardi avec des impressions sur les programmes de réadaptation professionnelle. Il les étendait sur la table de ma cuisine et nous les examinions pendant qu'il prenait des notes sur les dates limites et les exigences. Il a trouvé des programmes qui me permettèrent de suivre des cours en ligne à mon propre rythme et n'a jamais mentionné comment allait Zada à Berkeley, ni comparé nos parcours éducatifs. Un programme offrait une certification en codage médical et papa m'a aidé à remplir chaque formulaire et m'a même emmené au rendez-vous d'évaluation. La nuit avant le premier jour de Zada à Berkeley, elle m'a appelé à 2 heures du matin en pleurant. Elle m'a remercié pour tout ce que je lui avais donné et a promis qu'elle deviendrait le type de médecin qui voit toute la famille, pas seulement l'enfant malade. Nous avons toutes les deux pleuré au téléphone pendant 1 heure et elle m'a dit qu'elle avait lu sur les frères et sœurs d'honneur et comprenait enfin ce que j'avais traversé. Maman a commencé à m'envoyer des articles sur le traumatisme médical dans les familles tous les quelques jours. Puis elle s'est inscrite à sa propre thérapie auprès d'un spécialiste qui travaillait avec les parents d'enfants malades. Ses emails sont devenus plus longs et plus honnêtes, et un jour, elle m'a écrit une excuse sans « mais » ni excuse jointe. Elle a admis qu'elle avait eu tellement peur de perdre Zada qu'elle avait oublié de voir ce qu'elle perdait avec moi. Pamela m'a appelé un après-midi avec la nouvelle qu'elle avait été promue chef de l'éducation infirmière. Elle voulait que je parle aux nouvelles infirmières des dynamiques familiales et de la manière de soutenir les frères et sœurs d'honneur. J'ai accepté immédiatement et j'ai passé des semaines à préparer ma présentation avec des photos et des dossiers médicaux. La première fois que j'ai parlé à une salle remplie d'étudiants en soins infirmiers, ils ont tous pris des notes et ont posé des questions sur des choses qui, je ne pensais jamais que quelqu'un s'en soucierait. L'administration de l'hôpital m'a contacté 3 mois plus tard pour créer de nouveaux protocoles pour les frères et sœurs d'honneur. Ils avaient examiné mon cas et ont réalisé qu'il n'y avait pas de système de soutien en place pour les enfants comme moi. Le comité s'est réuni chaque semaine et nous avons conçu des exigences pour les évaluations psychologiques et le conseil aux frères et sœurs d'honneur. Ils voulaient en l'appeler le protocole Macy et j'ai pleuré là même dans la salle de conférence. Le programme exigerait que les hôpitaux fournissent un soutien en santé mentale et des cérémonies de reconnaissance pour les frères et sœurs d'honneur. Le jour de Thanksgiving est arrivé et pour la première fois, ma famille a planifié tout le menu autour de mes restrictions alimentaires. Maman m'a appelé 2 semaines avant pour obtenir une liste d'aliments que je pouvais manger sans tomber malade. Zada a passé des heures à rechercher des recettes et à essayer des plats qui conviendraient à mon système digestif endommagé. Elle a fait 3 types différents de farces jusqu'à ce qu'elle trouve une avec des ingrédients que je pouvais tolérer. Papa a fait cuire du poulet simple juste pour moi pendant que tout le monde mangeait de la dinde. Ils ont préparé une section entière d'aliments sûrs sur le comptoir avec des étiquettes pour que je sache exactement ce que je pouvais manger. Personne n'a fait de commentaires sur mes besoins spéciaux, ni n'a agi comme si j'étais un fardeau. Nous nous sommes tous assis autour de la table avec Pamela, Dorian et Freya, qui se sont joints à nous en tant que ma famille choisie. Maman les avait invités sans que je le demande et a mis des places pour eux, comme s'ils avaient toujours appartenu là. Zada n'arrêtait pas de vérifier si j'avais besoin de quelque chose, et papa a vraiment éteint le match de football pour que nous puissions tous parler. Pamela a raconté des histoires sur ma force pendant le traitement que mes parents n'avaient jamais entendu. Dorian a expliqué comment mon travail bénévole changeait la façon dont les jeunes médecins pensaient aux familles des patients. Freya a partagé comment mon histoire avait inspiré d'autres survivants de notre groupe de soutien à établir des limites avec leur propre famille. Maman a pris des notes pendant que Pamela parlait et a posé de vraies questions sur ce que j'avais traversé. Papa s'est ému quand Dorian a décrit m'avoir trouvé effondrée dans mon appartement et à quel point il avait eu peur. Zada m'a pris la main sous la table quand Freya a parlé de l'isolement auquel sont confrontés les frères et sœurs d'honneur. Après le dîner, nous avons joué à des jeux de société et personne n'a mentionné Berkeley, ou les notes, ou les réalisations. Nous existions simplement ensemble en tant que famille, où tout le monde importait de manière égale. En regardant autour de cette table ma famille biologique, me voyant enfin et ma famille choisie qui m'avait toujours vue, j'ai compris quelque chose d'important. Je n'étais plus seulement les pièces de rechange ou la fille malade qui avait survécu au cancer. J'étais valorisée pour qui j'étais au-delà de ce que mon corps pouvait donner. Mes histoires comptaient, et ma douleur comptait, et ma guérison comptait.
Le vide qui me faisait mal dans la poitrine chaque fois que je voyais d'autres familles ensemble a finalement commencé à se remplir. C'était ce que j'avais voulu tout ce temps, et il m'a juste fallu tout perdre pour l'obtenir enfin. Merci d'avoir parcouru tout cela avec moi.